Le titre de la conférence, la mésologie, pourquoi et pourquoi faire, c'est en fait le titre d'un petit livre qui devrait paraître en mai ou juin aux éditions de l'Université de Paris-Ouest, ex-Université de Nanterre. Ça fait presse universitaire de Paris-Ouest, elle est toute nouvelle cette collection, espérons que ça ne sera pas du pipeau comme j'ai remarqué. C'est une petite collection, donc il demande à quelqu'un d'expliquer pourquoi cette personne a choisi de faire ceci, cela, et d'en dire, c'est-à-dire par quel itinéraire on en est arrivé aux idées que l'on soutient, et à quoi elles peuvent bien servir dans le monde actuel. Donc, je vais vous parler de ça, à propos de la mésologie, et je ne vais pas vous raconter tout un livre en une heure, je veux dire, centrer l'essentiel sur 3 termes, avec quelques embranchements, mais essentiellement donc 3 mots: mésologie, médiance et trajection. Donc, mésologie, c'est écrit sur le programme. Médiance, donc je vais en parler, et trajection. Médiance et trajection, ce sont les 2 concepts centraux de mon propos depuis maintenant 3 décennies. Oui, tu as dit depuis plusieurs décennies. C'est vrai que ça se compte, et même en duo décennies, à la manière orientale. Vous savez qu'on est l'année du cheval. C'est la 6e que je chevauche. Ça commence à bien faire. Mais le cheval va bon train quand même. Alors, mésologie, c'est un mot que j'ai rencontré dans le Grand Larousse universel du 19e siècle, le grand dictionnaire encyclopédique de Pierre Larousse, que je feuilletais à l'époque. Ça remonte au début même des années 80, parce que j'avais à traduire un terme japonais, que j'ai donc traduit par la suite par mésologie, mais mésologie, je ne connaissais pas ce mot. Et c'est en cherchant autour des racines latines et grecques de la notion de milieu que donc j'ai cherché à tout ce qui commençait par ou par méso, et je suis tombé sur mésologie. Donc mésologie, c'est la première édition du grand dictionnaire encyclopédique Larousse, qui a été publié dans les années entre environ 1870 et 1877, grosso modo. C'est défini, le mot est défini comme science des milieux ou étude des milieux, je ne me rappelle plus exactement, et ça renvoie donc à milieu qui a droit à plusieurs colonnes. Donc c'est dire que c'était une discipline qui avait pignon sur rue à cette époque-là. Mais curieusement, si vous cherchez dans les dictionnaires aujourd'hui, la plupart du temps, vous ne trouvez pas mésologie. Et oui, même dans de gros dictionnaires, le mot a disparu. Ça pose un problème auquel je pense la réponse doit être que la mésologie avait visé trop large. Elle est née de l'imagination d'un médecin qui s'appelait Charles Robin, 1821-1885, qui était un disciple d'Auguste Comte et qui est un des cofondateurs de la Société de biologie qui s'est constituée en 1848, et à la session inaugurale, la séance inaugurale de cette Société de biologie, le 7 juin 1848, Charles Robin, dans son discours d'inauguration, énumère les tâches que doit se donner la société en question, que doit se donner la biologie en général, et parmi celles-ci,
figure en bonne place l'étude des milieux. Étude des milieux définie comme l'étude des rapports entre l'organisme et le milieu. Alors ça sera l'objet de la mésologie. Le milieu, c'est un terme qui a été mis à l'honneur par Auguste Comte, justement, et qui est, en ce sens-là, c'est ce qui entoure l'être vivant, l'organisme. D'un point de vue très positiviste. Très positiviste. Et c'est justement ce positivisme qui fait que la mésologie a fini par buter sur un gros obstacle, c'est que le champ qu'elle s'était donné et qui couvrait ce qui est plus tard devenu à la fois le champ de l'écologie, plus tard venu, comme vous savez, le mot écologie, œcologie, a été créé en 1866 par Haeckel, donc une vingtaine d'années plus tard, mais avec moins d'ambition, puisqu'il s'agissait d'une science de la nature, de ce point de vue-là. Plus tard, l'écologie a débordé sur la sociologie, comme vous le savez, avec l'école de Chicago, mais c'est un usage assez métaphorique, je dirais. Essentiellement, l'écologie est restée une science de la nature, et utilisant les méthodes des sciences de la nature. La mésologie, elle, entend découvrir aussi ce qui est devenu le champ des sciences sociales par la suite. Donc à la fois les sciences de la nature, étude des rapports des organismes vivants avec leur environnement, et aussi ce qui est par exemple devenu le champ de la sociologie et des autres sciences sociales. Et c'était trop pour une seule discipline, à moins de tomber dans un réductionnisme caricatural, un déterminisme caricatural, et c'est effectivement ce qui est arrivé à la mésologie. Ce qu'on peut en lire au début des années 70, c'est un point de vue effectivement de déterminisme environnemental ou déterminisme géographique. Le déterminisme, en l'occurrence, consistant à dire, pour l'exprimer de manière très simple, que les conditions naturelles étant ceci, donc la civilisation est cela. C'est une relation causale de la nature vers la culture. Ça a été contesté à partir de la fin du XIXe siècle, de plus en plus fortement par la géographie humaine, en cours de constitution, avec l'école, ce qu'on appelait l'école française de géographie humaine, dont le père fondateur, Paul Vidal de la Blache, a été l'initiateur d'un courant de pensée qu'on a appelé possibilisme. Possibilisme, ce n'est pas Vidal qui a employé ce terme lui-même, mais c'est Lucien Febvre, l'historien Lucien Febvre, dans un livre qui inaugurait la collection d'histoire « L'évolution de l'humanité », qui a eu de nombreux volumes dans l'entre-deux-guerres et aussi après la Deuxième Guerre mondiale. Et le volume d'introduction à la collection, c'était de montrer les bases géographiques de l'histoire. Donc, dans l'ouvrage que Lucien Febvre a publié en 1922, intitulé « La Terre et l'évolution humaine », introduction géographique à l'histoire, qui est un des classiques de la pensée géographique en France, et il a été traduit dans de nombreuses langues étrangères aussi. Lucien Febvre présente la notion de possibilisme. Alors qu'est-ce que c'est ? Cela consiste à dire que la nature offre des possibilités aux diverses sociétés, lesquelles choisissent entre diverses possibilités en fonction de leur histoire, de leur technique, de leur système symbolique, etc. Et donc, c'est ce qui en résulte
n'est pas l'effet d'une cause, c'est pas un effet mécanique d'une cause. Donc c'est contre le déterminisme géographique en l'occurrence, qui était beaucoup plus à la mode en Allemagne et dans les pays anglo-saxons. En France, il n'a jamais eu vraiment la cote, sans doute parce que l'histoire, la géographie est née en fait chez des historiens. Et dans la formation des géographes, l'histoire a toujours tenu, même de ma génération, l'histoire a toujours tenu une place très importante. Par exemple, quand j'ai fait mes études de géographie au début des années 60, pour la licence, on passait 4 certificats, et il y avait 2 certificats d'histoire et 2 certificats de géographie. Donc la sensibilité à l'histoire fait que on acquiert une vision qui considère la contingence des faits historiques. La contingence des faits historiques et non pas la nécessité mécanique des rapports de cause à effet. Voilà. Mais je reviens à la mésologie. La mésologie, donc, qui avait pignon sur rue dans les années 1870, telle que je l'ai rencontrée dans le Grand Larousse, j'avais cru comprendre qu'elle avait été créée par un autre médecin qui s'appelait Bertillon, Bertillon, d'ailleurs qui était exactement de la même génération que Robin, puisqu'il est né aussi en 1821 et il est mort en 1883. Donc Bertillon, ça n'est pas lui le créateur du terme, ni le père de la notion, néanmoins c'est lui surtout qui l'a fait connaître. Et dans des séances de l'Académie des sciences, au début des années 70, c'est lui qui présente la mésologie. C'est pour ça que j'ai professé pendant une bonne vingtaine d'années que c'était lui le père de la mésologie. Mais ce n'est pas le cas. Je l'ai finalement compris en trouvant dans un livre de Georges Canguilhem, je ne sais pas si j'ai... Oui, Georges Canguilhem, Études d'histoire et de philosophie des sciences concernant les vivants et la vie. Paris, Vrin, 1968. Et à propos, les papiers que je suis en train de manipuler, c'est une conférence que j'ai faite qui résumait le petit livre dont je disais un mot à l'instant. Et si vous voulez le texte de cette conférence, parce qu'aujourd'hui, j'ai évidemment pas le temps de se faire une bonne... Il y a bien 35 000 signes. Si vous voulez le texte complet, vous m'envoyez un courriel à Bilan. Bon, je serai en mesure de vous envoyer des fichiers à mon retour à Paris, à la fin du mois. Et Abilante, c'est un terme qui est à moitié québécois, puisque Avis, c'est Abitibi, et Lande, c'est ma région. Abitibi, c'est la région de mon épouse que voici, qui trouve que... Enfin, en Abitibi, vous savez qu'il fait en général 10 degrés de moins qu'à Québec. Voilà, on va y aller dans quelques jours. Bon, c'est en quelque sorte, Québec, c'est un sas avant de déboucher dans le véritable hiver. Bon, soyons sérieux, enfin, je suis le seul à ne pas être sérieux. Donc, dans Georges Canguilhem, Études d'histoire et de philosophie, je tombe sur le passage suivant. Dans le système de politique positive, 1851, Comte nomme 2 jeunes médecins qu'il donne pour ses disciples, les docteurs Second et Robin. Ce sont là les 2 fondateurs en 1848 de la Société de biologie. L'esprit qui animait les fondateurs de la société était celui de la philosophie positive d'Auguste Comte. Le 7 juin 1848, Robin lisait un mémoire sur la direction que se sont proposés en se réunissant les membres fondateurs de la Société de biologie pour répondre au titre qu'ils ont choisi. Robin y exposait la classification comtienne des sciences, ou conscienne, je ne sais pas comment on prononce, des sciences. Il traitait dans l'esprit du cours, c'est le cours de philosophie positive d'Auguste Comte, 1830-1842.
des tâches de la biologie, au premier rang desquelles la constitution d'une étude du milieu, pour laquelle Robin inventait même le terme de mésologie. Bien, voilà pour la création et la définition du terme mésologie, mais comme je vous disais en commençant, c'était pour traduire un terme japonais, qu'il me fallait un mot français. Et le mot japonais, c'est fudoron ou fudogaku. Ou fudogaku. Donc à partir d'un terme fudoron ou fudo, qui veut dire long, c'est un discours à propos d'eux, c'est un peu comme logis, et gaku, ça veut dire étude. Alors c'est étude du fudo. Alors qu'est-ce que c'est que le fudo? C'est un terme qui est composé, comme vous le voyez, de deux sinogrammes. Le premier qui est le vent, et le deuxième qui est la terre. Le vent et la terre. C'est un mot ancien, qui existe aussi en chinois. Le vent et la terre, et qui est défini comme, si vous voulez, les conditions à la fois naturelles et sociales d'une contrée donnée, d'une région donnée. Et par exemple, quand on dit fudo bio, bio veut dire maladie, c'est une maladie endémique localement ou régionalement. Et le philosophe Watsuji Tetsuro, en japonais on met le patronyme d'abord, donc Tetsuro c'est le prénom, Watsuji c'est le nom, le patronyme. 1889, il est né la même année que Heidegger, 1960, et ça n'est pas simplement une coïncidence, comme vous verrez, il y a une relation entre les deux penseurs. Watsuji Tetsuro a écrit, il a écrit une série de 5 articles qu'il a réunis en un livre en 1935 sous le nom de Fudo. 1935. Alors, ce livre, Fudo, c'est le premier que l'on m'ait mis entre les mains quand je suis arrivé au Japon en août 1969, avec l'idée de faire ma thèse de doctorat d'État au Japon. Et j'étais allé consulter un professeur de géographie auquel mes maîtres français m'avaient recommandé. Et ce professeur m'avait, au moment où je le quittais, parce que je lui demandais quel sujet vous paraîtrait intéressant pour étudier pour ma thèse, il menait entre les mains ce livre. Dans la traduction anglaise. Dans la traduction anglaise qui avait paru en 1960. Alors il me met entre les mains ce livre en me disant ça vous fera bien comprendre, c'est la meilleure introduction possible au Japon, à la société japonaise, à la géographie du Japon. Le livre avait été traduit en 1960 en anglais, sous les auspices de l'UNESCO, malheureusement par un japonisant qui n'était ni philosophe, ni géographe, apparemment. Je ne sais pas exactement, simplement sans doute professeur de japonais, de littérature japonaise, je pense. Et il n'a pas compris du tout le sens de l'ouvrage. C'est un livre écrit par un philosophe et qui commence à la première ligne de l'introduction par la phrase suivante. Bon, il faudrait quand même que je retrouve l'histoire. Il s'agissait de vous faire sentir que... Ah bah.
Merci. Je vois l'autobiographie. Donc, voici le livre de Vatsouzi, tel que je l'ai traduit en français. Donc, et ça commence dans l'introduction par les lignes suivantes. Ce que vise ce livre, c'est à élucider la médiance, je vais vous expliquer, en tant que moment structurel de l'existence humaine. Ce que vise ce livre, c'est à élucider la médiance en tant que moment structurel de l'existence humaine. C'est pas facile à comprendre, et c'est même la phrase la plus difficile du livre. Ce qui fait que la plupart de ces lecteurs japonais sautent. Ils vont voir la suite. Et c'est à peu près ce qu'a fait le traducteur anglais. Parce que donc le concept de médiance apparaît à la première ligne et avec sa définition. La médiance comme moment structurel de l'existence humaine. Mais le livre ne traduit pas ce concept, et du coup, le propos du livre lui échappe. C'est ce qu'on appelle une mauvaise traduction, avec de nombreux contresens, justement du fait que le traducteur n'a pas compris le concept central de l'ouvrage. Il faut dire que c'était pas facile. Bon, d'abord, il était l'auteur de la première traduction. C'était pas facile de traduire ce terme. Et pour le comprendre, en réalité, il aurait fallu qu'il ait une formation à la phénoménologie, parce que Vatsouzi se situe dans le courant phénoménologique. Et comme je vais le préciser tout à l'heure, en réalité, qu'il eût été conscient de ce qui, en Allemagne, à la même époque, a été mis en avant par le grand naturaliste Uexküll, Jakob von Uexküll. Vous connaissez le nom de Uexküll, enfin au moins plusieurs d'entre vous sans doute, mais d'abord ça se prononce U, hein, c'est Uexküll. C'est un nom balte. Et Jakob, c'est le prénom. Qui a publié en 1934, c'est amusant parce que c'est quasiment en même temps, un livre intitulé « Incursion dans les mondes ambiants des animaux et des humains ». Alors c'est en allemand « Streifzüge durch die Umwelten ». Alors « Umwelt », c'est le mot qu'ils emploient. Au pluriel « Umwelten ». Durch die Umwelten von Tieren und Menschen, des animaux, des bêtes et des humains, qui a été traduit en français. Donc ça c'est 1934, il a été traduit en français en 1965, sous le titre Mondes animaux et mondes humains, au pluriel les deux, mondes animaux et mondes humains. Ça c'est la première traduction en 1965, et une deuxième apparue en 2010, sous le titre Milieu animal et milieu humain, au singulier pour le milieu animal et milieu humain. Donc le problème c'était justement de traduire Umwelt. Vous voyez, la première c'est milieu, enfin non, la deuxième c'était milieu, la première c'était monde ambiant, parce qu'effectivement Welt c'est monde et ça veut dire ce qui est autour, et donc ça traduit ambiant traduit le monde ambiant. Et en lisant le livre de Vatsouzi, en réfléchissant sur le terme Fudo, après moult réflexions, je me suis dit que ça correspondait au français milieu, tel que l'école française de géographie l'utilisait. Vous savez qu'en français, on s'est mis à parler d'environnement, en fait, à partir de 1970 environ. Le terme existait bien sûr depuis longtemps, mais en général on disait milieu. Hein, les problèmes, de toute façon, les rapports de l'animal avec le milieu, on disait par exemple. Et depuis, l'environnement a beaucoup plus d'importance, ce qui fait que milieu est un peu moins usité,
et ce qui permet d'établir une distinction entre milieu et environnement. Et vous verrez de quoi il s'agit avec cette distinction. Parce que cette distinction entre environnement et milieu, c'est en fait Uexküll qui en est le père, et Watsuji l'a reprise. Je dis reprise parce que vraisemblablement, Watsuji a reçu au moins indirectement l'influence d'Uexküll, bien qu'on n'ait pas de traces évidentes qu'il ait reçu cette influence. Je dis indirectement parce que Uexküll, qui c'est 1864, 1944, Watsuji est un quart de siècle plus jeune, comme vous voyez, et Watsuji a passé un peu plus d'1 an en Allemagne, en 1927-28, à l'école de Heidegger. Et à cette époque, Heidegger était fan d'Uexküll. La pensée de Heidegger a été profondément marquée par les travaux d'Uexküll, du naturaliste Uexküll, et justement à propos de cette notion de Umwelt. Et ce qui a par la suite le cours que Heidegger a dispensé l'année 1929-1930, l'année académique 29-30, qui a été reprise plus tard, après sa mort, sous forme de livre dans les travaux complets de Heidegger, en 1983 en allemand et en 1993 en français. Le titre français de ce recueil, c'est Les concepts fondamentaux de la métaphysique. Les concepts fondamentaux de la métaphysique, et il y a un sous-titre où figure le mot monde. Et effectivement, c'est la problématique du monde, de la mondanité, qui est développée là-dedans. Et si Heidegger l'a développé dans son cours de 29-30, c'est parce que depuis plusieurs années, il avait étudié les travaux d'Uexküll. Alors, qu'est-ce que montre Uexküll ? Il rompt avec la théorie des animaux-machines, qui remonte à Descartes, grosso modo, comme vous le savez, mais dont l'expression à son époque était le behaviorisme. Donc, c'est contre le behaviorisme, en particulier, qu'il va mettre en avant l'idée que l'animal est un sujet et non pas un objet. Hein, c'est pas une machine, c'est un machiniste, dit-il. C'est le machiniste. Et considérer l'animal ou l'être vivant en général comme un sujet, ça change complètement la perspective. Ça permet d'introduire une perspective phénoménologique. Et la question devient, comment est-ce que le monde, comment est-ce que la réalité apparaît à l'animal en tant que sujet ? Et ça va même plus loin, c'est quel sens l'animal va-t-il donner à son monde ? Quel sens va-t-il donner à ce que Uexküll appelle Umgebung ? Et la distinction dont je vous parlais tout à l'heure, c'est la distinction entre Umgebung et Umwelt. Vous reconnaissez qui veut dire autour, et ici Gebung, ça vient de geben qui veut dire donner, c'est le donné environnemental brut, le donné environnemental brut, Umgebung. Les deux mots sont féminins. Et donc, Uexküll distingue le donné environnemental brut de Umwelt, monde ambiant ou milieu. Le milieu, c'est ce que l'animal va élaborer à partir du donné environnemental brut. Il va élaborer son propre monde ambiant ou son propre milieu. Et il est en adéquation parfaite avec son propre milieu.
il y a une relation entre les deux termes, l'un étant corrélatif de l'autre. C'est-à-dire le monde de tel animal n'est pas celui de tel autre animal. Et le milieu de tel animal n'est pas celui de tel autre animal, même si, voilà, j'espère que je n'ai pas cassé quelque chose, n'est pas celui, le milieu n'est pas celui de tel autre animal, même si l'environnement est le même. Vous voyez, à environnement égal, dans un environnement identique, des espèces animales différentes élaborent des milieux différents. Et la justesse de ce point de vue n'a cessé d'être corroborée par la suite, par les découvertes de la biologie. La biologie n'a cessé de découvrir des espèces, comme on appelle cela, extrémophiles, c'est-à-dire qui vivent dans des conditions impensables pour d'autres espèces. Par exemple, une des espèces, alors évidemment c'est les bactéries qui sont les championnes de toute catégorie, des bactéries qui sont toujours à l'aise dans une eau hyperthermale sous forte pression et qui continuent à se reproduire à 113 degrés centigrades. Elles sont bien là-dedans, c'est leur milieu, 113 degrés. Une autre, et celle-là, elle a un nom facile à retenir, elle s'appelle Thermococcus gamma tolerans. Thermococcus gamma tolerans, qui vit dans l'eau hyperthermale rejetée par les centrales nucléaires et en plus dans des eaux fortement radioactives. Enfin, toutes les centrales ne rejettent pas des eaux radioactives, mais ce Thermococcus gamma tolerans, lui, il supporte de fortes radiations. Donc vous pouvez être rassuré sur l'avenir de la vie sur notre planète, même quand vous aurez disparu, il y a la suite qui se prépare. Alors ça ne concerne pas seulement des bactéries, mais aussi des êtres pluricellulaires. Par exemple, dans la région de Naples, du côté du Vésuve, vous avez des cheminées hydrothermales, chauffées par la lave par en dessous, et donc des eaux de 80 degrés, qui sont l'habitat d'un ver, je ne sais pas quelle est sa taille, un être pluricellulaire. Donc c'est l'habitat, c'est son milieu, des eaux hyperthermales. Donc Uexküll a été l'inventeur, enfin, le découvreur d'un principe à environnement. Alors je traduis Umgebung par environnement et Umwelt par milieu. Il faut préciser, parce qu'il y a quand même un flottement sur les deux termes, et il faut donc préciser le point de vue. Ici, le point de vue, c'est de traduire Umgebung, de données brutes environnementales, Umgebung, à Umgebung pessimale, c'est-à-dire le pire, Umwelt, le milieu optimal, suivant l'espèce. Vous voyez, parce que l'espèce est en adéquation avec son milieu. Donc ça, c'est un point de vue révolutionnaire. Révolutionnaire parce que Uexküll montre que cela dépend de l'espèce, c'est-à-dire elle ne se heurte pas à un donné brut, sa propre nature est fonction d'eux et réciproquement de ce qui devient son monde ambiant, son milieu. Alors, la même idée est exprimée par Watsuzi à la même époque, et je pense que donc Uexküll est à l'origine de cette idée via Heidegger, mais l'originalité de Watsuzi, c'est d'avoir appliqué cette problématique à l'humain. Donc, il va montrer que à données environnementales identiques, des sociétés différentes auront un milieu différent.
Et le mot qu'il emploie pour dire milieu, c'est fudo. Et j'ai donc fini par traduire fudo par milieu. À partir, alors c'est là que l'on rencontre le problème de la première phrase du livre intitulé Fudo, c'est que Watsuji en dérive immédiatement, la première ligne de l'ouvrage, il en dérive immédiatement le concept de Fudosei. Vous voyez le mot Fudo en japonais, le suffixe sei sert à former des concepts, hein, comme le français ans ou ité, etc., comme l'anglais nes, hood et autres. Donc, Fudosei, c'est le concept dérivé de Fudo. Il fallait un néologisme, et c'est donc pour imaginer un terme qui permette de traduire ce concept que j'ai cherché dans le grand Larousse du XIXe siècle, et j'ai fini par concocter médiance. Médiance, et en y appliquant la définition qui est donnée par Watsuji à la première ligne du livre, c'est-à-dire le moment structurel de l'existence humaine. Le moment structurel de l'existence humaine. Ce qui est très difficile à comprendre. D'abord, il faut comprendre que moment, ici, alors ça traduit le japonais keiki, le moment ici, c'est dans l'usage qu'en ont fait les philosophes allemands, et avec le sens de une puissance de mouvoir. Hein, c'est un couplage dynamique en fait. Le couplage de deux forces, ça fait un moment, et qui produit un mouvement. Le mot moment vient du latin qui a donné aussi mouvement, movimentum. Alors, vous avez donc plusieurs termes, mais schématiquement deux termes, et le rapport entre les deux termes est dynamique. Alors, quels sont les deux termes? Les deux termes, dans la problématique de Watsuji, c'est le rapport entre chacune des deux moitiés du mot qui veut dire être humain en japonais, et qui est ningen. Ningen. Je vais l'écrire avec l'autre, ça on verra mieux. Ningen. Ce sinogramme, quand il est seul, se prononce hito, et celui-ci se prononce aida. Enfin, il a d'autres prononciations aussi, mais ici c'est aida. Et aida, c'est un entre-deux. Un entre-deux. Et hito, ça veut dire l'humain individuel. L'humain individuel. Quand on dit homo sapiens, homo c'est hito. Alors, et le mot ningen, c'est ce qui correspond à l'humain. En français, l'être humain. À l'allemand, Mensch, puisque dans les langues latines, et en anglais aussi, pour dire l'espèce, on dit man, ou l'homme, qui comprend les deux sexes, en l'occurrence. Mais en japonais, en allemand et dans d'autres langues, vous avez un terme qui comprend les deux sexes dans un mot spécial, et vous avez en plus un mot pour dire le mâle et la femelle, l'homme et la femme. En japonais, le terme qui comprend les deux sexes, c'est ningen. Ningen. Et qui est un terme très courant, hein, c'est aussi courant que humain ou homme en français. Watsuji, qui fondamentalement est un philosophe de l'éthique, l'année d'avant, Fudo, qui date de 1935, en 1934, il a publié un petit livre qui annonçait son travail, qui préfigurait son travail principal, qui est une énorme somme d'éthique qui a été publiée en 3 tomes à cheval sur la Deuxième Guerre mondiale, Lingigaku, qui veut dire éthique. Et le livre qui préfigure cette somme, en 1934, s'intitule L'éthique comme étude de Ningen. L'éthique comme étude de Ningen, de ceci.
Et le sens dans lequel il emploie le terme, qui veut dire donc l'humain, l'être humain, est assez particulier parce que finalement, ça prend le sens de l'entrelien humain. Ici, Haïda prend le sens de les liens entre, donc l'entrelien humain. On dit les relations sociales, les relations interindividuelles, etc. Tout cela, c'est le Haïda, propre à l'humain. Et c'est ce qui... Alors, vous voyez que dans la première phrase du livre Fudo, c'est le terme qui intervient dans la définition de la médiance. La médiance, c'est ce qui consiste à étudier c'est Ningen Sanzai no Kozo Keiki. Alors Keiki, c'est le moment, Kozo structurel, le moment structurel de l'existence humaine. Ningen Sanzai. Mais Ningen a ce sens particulier de l'entrelien humain. En somme, l'idée fondamentale, c'est que le rapport de l'être humain à l'environnement passe à travers les relations entre humains, passe par l'entrelien humain. C'est-à-dire, si on le traduisait dans une terminologie plus récente, passe à travers les systèmes symboliques et techniques propres à l'humanité. Et ces systèmes symboliques et techniques, ça c'est pas le vocabulaire de Watsuji, c'est celui qu'on peut employer aujourd'hui, font que le milieu humain est autre chose qu'une simple biosphère. Il est ce que j'appelle écoumène, en reprenant un très vieux terme de la géographie, mais dans le sens traditionnel de la géographie, écoumène, d'ailleurs il y avait une thèse célèbre en géographie humaine au Québec vers 1960 de Biais, qui s'appelait l'écoumène au Canada ou quelque chose comme ça. Je sais pas. Non, c'est Pierre Biais. Pierre Biais. Ouais. Les marches de l'écoumène au Canada, je crois. Bon, dans ce cas-là, écoumène, c'est l'utilisation traditionnelle du terme en géographie, c'est-à-dire là où il y a des humains qui habitent, mais pas au-delà. Donc les marges de l'écoumène, au-delà, c'est l'Arctique, ça devient inhabité. Mais dans le sens où je l'emploie, écoumène, ça devient la relation de l'humanité à l'étendue terrestre. La relation de l'humanité à l'étendue terrestre. Et ça prend un sens à la fois géographique et ontologique. Parce que l'essence de l'humain dépend de dépend entre autres de cette relation qui fonde son humanité même. Ce qui veut dire que le rapport que nous avons avec notre milieu, et milieu ici est distingué de environnement, donc Umwelt est distingué de Umgebung, et pour vous donner les équivalents japonais, donc ça c'est Fudo équivaut à Umwelt, on va rester au singulier, on va enlever le pluriel. Et ce qui est appelé par Watsuji Kankyo, Shizen Kankyo, Kankyo, c'est environnement, c'est le terme généralement utilisé, et si on ajoute Shizen, ça veut dire l'environnement naturel. Bon. Donc Watsuji va distinguer Shizen Kankyo au sens de Umgebung de Fudo au sens de Umwelt. Donc Fudo, c'est le milieu propre à l'humain. J'ai mis très longtemps à comprendre la définition.
le moment structurel de l'existence humaine. D'abord parce que les dictionnaires de données de Keiki n'ont pas la traduction moment, mais la traduction occasion. Alors une occasion structurelle de l'existence humaine, ça dépassait les capacités de mes deux hémisphères. Et il a fallu que j'apprenne par la suite que la philosophie japonaise avait traduit l'allemand Strukturmoment, qui veut dire moment structurel, par Kozo Keiki. Donc j'ai traduit à mon tour moment structurel de l'existence humaine, mais je ne comprenais pas davantage ce que ça pouvait bien vouloir dire. Et ça, finalement, je ne l'ai compris que dans les années 90, quand j'ai lu un livre de l'anthropologue Leroy-Gourhan, Le geste et la parole, que peut-être certains d'entre vous connaissent, et où Leroy-Gourhan interprète l'émergence de l'espèce humaine de la façon suivante. Si je schématise, vous avez à l'origine un primate, et qui a, le corps de ce primate a certaines fonctions. Alors certaines fonctions de ce corps animal, comme dit Leroy-Gourhan, le corps animal, certaines de ces fonctions vont être extériorisées et déployées sous forme de systèmes techniques et de systèmes symboliques. Par exemple, les fonctions, vous avez un gorille qui veut manger des fourmis, il gratte avec ses ongles qui sont très durs. Il peut gratter la terre. L'être humain, par la suite, va prendre un bâton à fouir. Vous voyez, c'est le début de l'outil, de l'outillage, qui n'a cessé par la suite de se développer, d'étendre les fonctions qui initialement sont celles du corps animal, le déployer en ce que Leroy-Gourhan appelle un corps social. Le corps social, dit-il, est constitué de systèmes techniques et de systèmes symboliques. De son point de vue, les deux sont une extériorisation. Là, je ne suis pas d'accord quant au système symbolique qui, à mon avis, sont plutôt une rétrojection vers le corps animal, et plus particulièrement vers le cerveau, parce que c'est ce qui permet d'abord de garder le lien. S'il y a seulement l'extériorisation, ça ne revient jamais. Il faut bien que ça revienne d'une façon ou d'une autre. Et sous forme de symbole, je pense. Mais bon, ça, je ne serai pas en mesure de le prouver. Ce qui permet que l'effet de nos techniques, par exemple, quand vous envoyez un robot sur Mars, et que vous ordonnez à ce robot de saisir une pierre comme l'aurait fait votre main, mais à des millions de kilomètres de distance, ça c'est une extension, c'est bien une extériorisation. Mais de pouvoir donner l'ordre au robot et ensuite d'interpréter ce qu'il va trouver, là il faut un système symbolique, porté bien sûr par des ondes électromagnétiques, mais pour que ça veuille dire quoi que ce soit, il faut des systèmes symboliques. Et ça fonctionne à l'intérieur, dans le rapport entre notre cerveau et notre environnement. On a donc un aller-retour, du point de vue que je soutiens, ce qui permet de garder l'unité de l'ensemble. Et l'unité de l'ensemble, c'est l'unité de l'ensemble formée par deux termes, dont l'un est ce que Leroy-Gourhan appelle le corps animal, qui est individuel, dans cette interprétation. Le corps animal individuel et le corps social collectif, parce que les systèmes symboliques et techniques sont nécessairement collectifs. Nécessairement. Bon, du point de vue de la mésologie, on ne va pas dire le corps social, on va dire le corps médial, parce qu'il n'est pas simplement techno-symbolique, il est également écologique, il est nécessairement inscrit dans les écosystèmes. Donc, il est éco-techno-symbolique, le corps médial. Et le couplage des deux, qui font l'être humain dans sa plénitude, c'est-à-dire couplage corps animal, corps médial, c'est ça le moment structurel de l'existence humaine, c'est ça la médiance.
Voilà. Donc il m'a fallu à peu près 30 ans pour comprendre la première ligne de l'ouvrage de Watsuji. Alors, ça c'est l'explication du concept de l'un des deux concepts centraux de la mésologie, c'est le concept de médiance, qui est donc une traduction d'un concept japonais. Watsuji ne connaissait pas le Rokuran qui est postérieur, et l'idée qu'il se fait de la médiance n'est pas exactement celle que j'ai pu me faire par la suite. Néanmoins, c'est bien, ça reste très bien défini par la définition qu'il en donne, moment structurel de l'existence humaine. Seulement, ça, c'est, si vous voulez, un état ou une structure, justement, de l'existence humaine, mais comment cela se développe-t-il? Qu'est-ce qui produit cette structure? Quelle est la genèse de cette structure? Et là, il me manquait un concept. Et au moment où j'écrivais un livre qui est paru en 86, je l'ai écrit en 84-85, sous le titre Le sauvage et l'artifice, les Japonais devant la nature. C'est là que j'ai utilisé pour la première fois le terme mésologie, le terme médiance, et un concept connexe, la trajection. Et trajectivité, trajectif, c'est-à-dire la terminologie qui va avec. Qu'est-ce que c'est que trajection? C'est quelque chose qui m'était apparu nécessaire pour combler le gouffre que le dualisme a creusé entre l'objectif et le subjectif. Parce que, en travaillant sur la société japonaise, et quand j'ai fait ma thèse, comme le disait Guy tout à l'heure, à Hokkaido, c'est-à-dire l'île du nord du Japon, le problème était que, là, vous voyez, à la différence de l'histoire du peuplement de l'Amérique du Nord, grosso modo, on est resté dans les mêmes latitudes, grosso modo. Mais là, on venait du sud, puisque le Japon, très schématiquement, il est plutôt nord-sud, sud-nord. Une société venue du sud va coloniser une île au nord dans laquelle ces techniques ne fonctionnent pas. Sa technique de subsistance de base, la riziculture, a priori ne fonctionnait pas. Il faisait trop froid. Et c'est le message que, au moment où le gouvernement japonais décide de coloniser l'île du Nord pour s'opposer à la descente des Russes, qui eux viennent d'encore plus au nord, ils descendaient vers le sud, il fallait peupler cette île. Et la peupler de Japonais. Donc il fallait la coloniser et installer des colons, des vrais colons qui cultivent la terre. Le Japon a fait appel à des experts nord-américains qui viennent de Nouvelle-Angleterre où le climat est assez semblable. Bon, vous voyez, à Hokkaido, dans le centre de l'île, l'hiver, c'est de l'ordre de... Les températures sont à peu près les mêmes qu'à Moscou en hiver. À Moscou, il fait à peu près aussi froid qu'à Québec. Donc c'est difficile de faire du riz. Et c'est ce que ces experts, ces agronomes américains ont enseigné au gouvernement japonais. Donc on a exclu la riziculture des techniques possibles et on les a même interdites aux soldats colons, parce que pour aller plus vite, on avait des soldats colons. Mais le gros de l'immigration sont des paysans pauvres qui étaient chassés par la misère des campagnes du Sud, et ils arrivent dans cette île. Comment ont-ils subsisté? Alors au début, simplement par des cultures sèches, mais ils avaient un attachement viscéral à la culture du riz. S'il n'y avait pas de rizière, c'est pas, ça ne peut pas être approprié. Et ils se sont donc efforcés de trouver de nouvelles techniques, d'améliorer leurs techniques, de trouver de nouveaux plants, de nouvelles variétés. Ils y ont réussi. En un demi-siècle, toute l'île, sauf les extrémités de l'Est,
et tout au nord, et là il faisait vraiment quand même trop froid. Toute l'île était en rizière, les plaines, et au prix de toute une série d'innovations parties de la base. Alors c'est ça que j'ai étudié dans ma thèse, et étudié aussi les transformations qui se sont faites également dans la société. Parce que ce que j'ai vu là, et à l'époque je n'avais pas en tête la mésologie, ni les idées d'adéquation entre l'organisme et son milieu, comme dans Uxküll, mais c'est ce que j'ai vu en fait, c'est que à la fois la société s'approprie un environnement qui était étranger au départ, elle en fait son milieu, mais elle se transforme en même temps, et justement dans un processus historique d'adaptation réciproque. Et alors ce processus, donc ça c'est quelque chose de spatio-temporel, comment le dénommer? Je suis arrivé à la notion de trajection en dérivant le terme lui-même de mots qui étaient employés par Piaget, par exemple. J'ai trouvé des expressions qui m'ont mis sur la voie, mais essentiellement, comme je vous disais à l'instant, c'était pour aller au-delà du dualisme entre le subjectif et l'objectif. Donc c'est à partir de l'idée de traverser, aller au-delà, donc c'est trans. Donc j'ai pensé d'abord à transjectif. Bon, transjectif, ça ne marche pas avec la phonétique du français, ça donne trajectif. Voilà. Donc ça c'est l'origine du terme lui-même, qui était donc une sorte de, dans ma conception initiale, un va-et-vient entre les deux termes théoriques ou les deux termes abstraits que sont d'un côté le subjectif, de l'autre l'objectif. Entre les deux, la réalité concrète est entre les deux. C'est ça l'idée de départ. Et d'ailleurs, j'ai été mis sur cette idée de va-et-vient quand il a fallu que je traduise ce terme en japonais. J'ai aussi, après moult réflexions, c'était dans l'autre sens cette fois-ci, j'ai été traduit par alors ça se lit tsu, kai, c'est ça fait le concept, comme ans ou ité, trajectivité. Et ici, tsu, ça veut dire l'état dans lequel on se trouve. Mais ici, c'est l'idée de traverser, qui traduisait le français trans, trajectif. Et ce caractère qui se lit tsu, il se lit également kayo. Parce qu'en japonais, il y a toujours plusieurs lectures pour un même sinogramme, mais fondamentalement deux. Une lecture qui est dérivée de la phonétique du chinois lui-même, mais un peu en chinois ça fait trong. Et trong est devenu tsu en japonais. Mais l'autre, c'est le sinogramme est appliqué à un mot purement japonais. Et en l'occurrence le verbe kayo, qui veut dire aller et venir. Aller et venir. Et cette idée d'aller et venir, elle correspondait tout à fait à ce que j'entendais par trajection. C'est l'aller et venue qui se fait, si on se reporte au concept de médiance, qui se fait entre le corps animal et le corps médial. C'est projection par la technique. Grâce à la technique, j'étends mon bras jusque sur la planète Mars et je ramasse un caillou. Ça, c'est la projection. Et puis, il y a la rétrojection par le symbole qui permet que j'ai tout ça dans mes neurones, ici même, à travers un système symbolique. C'est l'essence de la trajection. C'est aller et venir. Projection, rétrojection. Dans un... Seulement, ça aussi, ça a mis pas mal de temps à se clarifier dans ma tête. Et ce qui m'a permis, c'est la dernière idée de cette petite présentation, ce qui m'a permis de me le représenter de façon simple
et même par une formule simple, ça a été la rencontre dans les années 90 avec la philosophie du plus célèbre philosophe japonais du XXe siècle, qui s'appelait Nishida. Nishida Kitaro, qui était le chef de file de ce qu'on appelait l'école de Kyoto, 1870-1945. Alors ce Nishida, il a mis en avant, et c'est ça qui m'y avait intéressé, parce que certains d'entre vous savent que Vidal de Lablache avait défini la géographie comme science des lieux, non des hommes. Science des lieux. Et la notion de lieu est fondamentale en géographie. Et j'avais entendu dire que Nishida avait développé une logique du lieu. Logique du lieu. Ce qui m'avait donné envie de le lire un jour. Mais pendant très longtemps, j'étais intimidé de me lancer dans la philosophie, et en particulier en japonais. Bref, je n'ai pas, pendant de longues années, je n'ai rien lu de Nishida, mais je m'y suis mis dans les années 90, à l'occasion d'un programme de recherche pluridisciplinaire que j'avais lancé en 94 sur un terme de l'histoire de la pensée japonaise qui a été appelé dépassement de la modernité. Le dépassement de la modernité dont l'inspiration venait de cette école de Kyoto, c'est-à-dire autour de Nishida. Et j'ai lancé un programme de recherche là-dessus en 1994 qui a duré jusqu'en 2000. Il y a des livres là-dessus, je crois que vous pouvez en trouver la référence dans l'article. Il a mis en avant, Nishida, ce qu'il appelait logique du lieu, et qui correspond au japonais Basso no Rongi. Basso no Rongi. Basso, ça veut dire le lieu. Enfin, en fait, c'est le champ. Le champ, comme on dit, le champ magnétique. Mais bon, habituellement, on traduit par lieu, donc je garde lieu. Parce que, bien sûr, dans la langue ordinaire, ça peut vouloir dire un lieu, justement. Rongi, ça veut dire la logique. Logique du lieu. Qu'il appelle aussi Jutsugo no Rongi. Et Jutsugo, ça veut dire le prédicat. Le prédicat. Donc là, ça devient cette logique du lieu qui est une logique de prédicat. Elle consiste, pour le dire en 2 mots, à renverser ce qui a été le principe de la logique et de la rationalité, du rationalisme en Europe, depuis Platon et Aristote, qui est centré sur le sujet. Donc la logique du sujet est culbutée par Nishida en une logique du prédicat. Logique du prédicat. Je vous explique en 2 mots en quoi ça peut consister. La logique du sujet, c'est ce qui correspond au syllogisme très connu, Socrate est mortel. Oui, c'est ça. Tous les hommes sont mortels, or Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Vous avez entendu ça au moins une fois dans votre vie. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la logique du prédicat? Eh bien, au lieu d'avoir identité du sujet, comme dans la logique du sujet, on va avoir identité du prédicat. Comment ça fonctionne? Vous avez rencontré la chose sans le savoir. Eh bien, vous allez savoir aujourd'hui ce que c'est. Vous imaginez que ceci est une Rolex. Pas une Rolex, on l'a dit, c'est une Rolex. Donc on va faire un syllogisme qui en fait n'en est pas un, parce que en fait il est centré sur le prédicat et non pas sur le sujet. Qui a réussi porte une Rolex. Or, je porte une Rolex, donc j'ai réussi. Tu vois, il ne faut pas oublier de dire tu vois. Voilà. En fait, comme cet exemple vous le montre, c'est la logique même de la mondanité. Et dans la réalité humaine, vous avez les 2 logiques. Les 2. Nécessairement les 2. Toute imitation
toute imitation dans toute société humaine et même animale est fondée sur une logique du prédicat. On fait comme les classes inférieures imitent les classes supérieures, etc., etc. Vous faites comme vous l'avez vu à la télé. Moi aussi, je veux une BM parce que j'ai vu que si je dois aller avec la il faut une BM. Et après, dans le BM, il faut mettre une network, comme on dit. Bon. C'est très sérieux parce qu'il y va, il y allait notamment de la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire que la pensée de Nishida a très largement servi d'alibi philosophique à l'ultranationalisme des années 30 et 40 au Japon. Il y a la même ambiguïté qu'avec Heidegger et le nazisme, ce qui fait que pas mal de monde, au moment où je lançais le programme de recherche sur les passions de la modernité, les gens refusaient de participer au programme sous le prétexte que Nishida n'était pas net. C'était absolument stupide. C'est comme si vous disiez Heidegger ayant eu des acquaintances avec le nazisme, sa pensée n'est pas intéressante. C'est le même genre. Bref. Mais je laisse de côté ce vaste problème pour revenir ici à la logique du lieu qui m'a donné une idée, là, vraiment. Je ne suis pas d'accord avec les fondements de cette logique du lieu, pour la raison que je viens de vous dire, parce qu'il ne s'agit pas de culbuter logique du sujet en logique du prédicat, c'est tombé de Carib dans Scylla, où elle est la balançoire à l'inverse, mais après ça, on va revenir se balancer de l'autre côté. La réalité, elle est entre les deux, elle combine les deux. Et c'est ce que j'ai entendu, je voulais montrer avec la notion de trajection, qui combine les deux logiques, logique du sujet, logique du prédicat, et de la façon la plus simple possible, qui est de définir la réalité avec un petit R, parce que la réalité, elle est relative, c'est avec un grand R, qui serait le réel, c'est-à-dire un en soi pur, mais un petit R qui dépend de beaucoup de choses, et notamment de l'histoire, de la contingence de l'histoire. La réalité, c'est S en tant que P. S, c'est le sujet logique, c'est-à-dire ce dont il s'agit. P, c'est le prédicat. C'est ce en tant que quoi on va saisir S. Saisir en tant que. Et l'oblique se lit en tant que. S en tant que P. S en tant que P. Cette définition, je suis arrivé au début des années 2000, à partir de ce travail sur l'école de Kyoto, logique du lieu, logique du prédicat. Mais en réalité, j'y étais arrivé par des problématiques purement géographiques aux environs de 90, parce que la géographie montre que le donné environnemental brut est nécessairement interprété par les sociétés de telle ou telle manière. C'est ce que montre le livre de Lucien Febvre, dont je parlais au début. Le possibilisme montre cela, c'est-à-dire qu'un donné environnemental, tel donné environnemental, va être interprété de telle ou telle manière suivant la société concernée. Et ça, non seulement la géographie humaine, mais l'anthropologie, etc., les sciences sociales nous montrent ça. C'est-à-dire l'interprétation n'est pas la même, même si le sujet est le même, c'est-à-dire le donné umgeum. Ça, c'est ce dont il s'agit. S, où c'est la base, en grec, hypokeimenon, c'est-à-dire le sujet, subjectum, c'est ce qui est mis à la base dessous, va être interprété, assumé, pensez à la Sainte Vierge et à son Assomption. Elle monte au ciel. Elle est assumée en tant que mère de Dieu. Enfin, ça résonne encore un peu au Québec, ces choses, j'imagine.
Bon, donc S est assumé en tant que P. Par exemple, le pétrole est assumé en tant que ressource, mais ça dépend d'un certain état technique. Avant le moteur à explosion, le pétrole, enfin, je schématise à fond, ça servait à rien. Hein, avant la pétrochimie, la chimie organique et tout ça, ça ne servait à rien. Et aujourd'hui, c'est la base de notre monde. Vous voyez ? Donc, le pétrole est devenu une ressource, historiquement. Parce qu'il a, à un moment de l'histoire, il a été saisi en tant que tel, en tant que ressource. Donc là, c'est le « en tant que » qui est fondamental. C'est ce que j'appelle l'en tant que écouménal. L'en tant que écouménal. Avec des traits d'union parce que c'est substantivé. Et ce rapport des sociétés humaines à l'étendue terrestre fonctionne selon 4 grandes catégories. Catégorie, en grec, catégoria veut dire un prédicat, justement. Donc selon 4 grands prédicats, en tant que ressource, on vient de voir, en tant que contrainte, en tant que risque et en tant qu'agrément. Hein, c'est les 4 grandes ressources, les 4 grandes façons de saisir qui font la réalité humaine. Le fait que le pétrole soit une ressource, c'est une réalité. Mais cette réalité n'existait pas avant le 19e siècle, chez Baptiste Lafouille. Et il en va de même pour tout le domaine environnemental. Voilà. Donc, j'avais la réalité géographique et historique qui me permettait de donner un contenu concret à ce qui est devenu cette formule par la suite. S en tant que P. Et alors, la saisie de S en tant que P, du sujet en tant qu'un certain prédicat, se fait non pas simplement verbalement comme en logique, mais elle se fait fondamentalement avec les sens, nos sens pour la percevoir, la sensation, et l'action. Et ces deux-là, les sens et l'action, concernent l'ensemble du monde vivant, hein, pas seulement l'humain, l'ensemble du monde vivant. Il faut y ajouter la pensée, et on termine sur le langage. Donc ça devient des mots. Pour ça, surtout le dernier terme, ça devient proprement humain. Et ça peut être représenté par ça. Et je termine sur une formule un peu développée, c'est que là, ça vous donne la trajectivité, c'est-à-dire le trajectif. La trajectivité, c'est la réalité est trajective, c'est ça. C'est la trajection de S en P, qui est une assumption. Mais tout cela fonctionne nécessairement à travers le temps, historiquement et plus fondamentalement évolutionnairement, ce qui fait que vous avez la réalité évolue et vous avez ceci. Je vais prendre l'autre. Donc, etc. Vous voyez ? Si vous mettez, ça c'est le premier état, avec un prédicat P. La saisie de S de telle ou telle manière. Mais avec le temps, ça va être saisi d'une autre façon par d'autres êtres concernés, humains ou non humains. Et ainsi de suite. Et sur la figure, vous voyez que le SP, qui est la réalité à un moment, va se trouver en position de S par rapport à un prédicat ultérieur, qui est le même ici, vous voyez. Et ainsi de suite, ceci va être en position de S'. Enfin, ici c'est S', puisque ça c'est le premier S. Là, ça va être en position de S seconde par rapport à P seconde, S tierce par rapport à P tierce, etc. Se trouver en position de
sujet de S, ce dont il s'agit, c'est le sujet logique. Devenir un sujet, c'est aussi devenir une substance. Parce qu'il faut vous dire, et ça je l'ai trouvé non pas dans un dictionnaire français, mais dans le Oxford Concise Dictionary, que, je vais quand même le dire en français, dans l'histoire de la pensée européenne, substance et accident en métaphysique sont homologues au rapport entre sujet et prédicat en logique. Je répète. Sujet et prédicat. Le rapport entre sujet et prédicat en logique est homologue au rapport entre substance et accident en métaphysique. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'abord que le sujet est une substance. Et ça, c'est fondamental dans la pensée d'Aristote, dans la logique d'Aristote, dans la métaphysique d'Aristote. Hein? Le sujet, c'est ousia. Ousia. Et la notion de substance a traduit, alors ça vient du latin, substantia. Substantia a traduit le grec hypostasis. Hypostasis. Hypo, c'est hypo, c'est se tenir dessous, c'est sub. Et stasis, c'est le fait de se tenir, c'est la stance. Stantia, the stance of. Et donner à un prédicat la position et le statut de sujet, c'est ce qu'on appelle une hypostase. Hypostase. C'est un terme important, notamment en théologie. Alors, hypostase, c'est le mot savant pour dire tout simplement substantialisation. Substantialisation. Et à quoi cela correspond en termes concrets? Eh bien, on n'arrête pas, dans l'histoire des sociétés humaines, de substantialiser, d'hypostasier nos prédicats, c'est-à-dire ce qu'on pense, à propos, ce qu'on dit à propos des choses, on finit par en faire des vraies choses. Je termine sur l'exemple d'un processus qui commence avec un mythe. C'est le mythe de l'âge d'or en Occident, chez Hésiode notamment, auquel correspond le mythe de la grande identité en Asie orientale. C'est le Patron en Chine. La grande identité, le grand même, c'est-à-dire l'état d'indistinction, la grande indistinction entre les hommes et les dieux. Et l'âge d'or, comme vous le savez, c'était l'âge où la terre donnait ses fruits aux humains, qui n'avaient pas besoin de travailler. La terre donnait ses fruits aux humains qui n'avaient pas besoin de travailler. À l'époque où Hésiode en parle, c'est un mythe qu'il évoque dans les travaux et les jours et qu'il renvoie à un passé lointain, à l'âge d'or. Mais 700 ans après Hésiode, quand Virgile reprend le thème pour la propagande qui a servi à Auguste à ramener à la terre les soldats, centaines de milliers de soldats qui avaient emmené à Martium et ailleurs, il fallait les fixer, pour qu'ils étaient dangereux, il fallait les fixer à la terre. Et on a donc demandé à Virgile de faire la propagande pour les fixer à la terre. Donc Virgile a repris le terme chez Hésiode et il en a fait les géorgiques, où il idéalise le travail du paysan en faisant accroire que c'est un travail léger. Alors il dit, je ne sais plus exactement les termes, heureux les paysans à qui la terre, par un travail facile, offre ses fruits, c'est à peu près ça. Par un travail facile.
Les paysans, eux, ils n'ont jamais pensé que le travail est facile, mais un lettré, une classe, de leisure class, comme disait Hegel, la classe de loisirs, peut considérer que la terre fournit ses fruits par un travail facile. Et la grande différence par rapport aux autres, c'est que c'est maintenant. C'est maintenant. Ça n'est plus dans un passé lointain. Cette même idéologie, c'est ce qu'on appelait la pastorale. La pastorale va se développer, elle va devenir des jardins, des villas suburbaines, déjà au temps de Rome, des villas suburbaines, pour aller plus près de la nature, hors de la ville. Plus tard, ça va devenir ce que vous connaissez, que nous connaissons tous, justement l'étalement urbain, parce que nous voulons tous avoir notre petite maison dans la prairie. C'est une moyenne. Il y a des gens qui n'aiment pas. En moyenne, par exemple, le français moyen, à 80%, idéalise la maison individuelle hors de la ville. Et on pense que c'est naturel. En fait, c'est le résultat d'un travail d'hypostase de quelque chose qui à l'origine est un mythe. Donc, on idéalise ce genre de vie. C'est la nature, vivre au contact direct de la nature. Le résultat étant que cela produit un mode de vie dont l'empreinte écologique est insoutenable. J'ai fait un autre programme international entre 2000, non, entre 2001 et 2010, intitulé L'habitat insoutenable. Il s'agissait de savoir comment nous avons naturalisé cette image insoutenable d'un habitat idéal mais qui est insoutenable à cause de son empreinte écologique disproportionnée. Parce que la maison individuelle dans la prairie, il faut 2 automobiles par foyer minimum, etc., etc., tout va avec, vous voyez. Donc ça commence il y a 3000 ans par un mythe, et 3000 ans après, ça devient le dérèglement de l'homéostasie climatique d'une planète. Vous voyez? Ça, c'est de la substantialisation. Mais c'est un processus trajectif. Voilà, je m'arrête, j'ai été trop long. Je vous remercie de votre attention.